Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes pour ce séminaire sur la sobriété numérique. Donc aujourd'hui, nous avons deux invités de marque sur la sobriété numérique, deux personnes que j'apprécie beaucoup, Johan Recordon et Louise Aubet. Johan présentera sur les impacts du numérique en termes de gaz à effet de serre et s'attardera sur les actions positives à mettre en place au niveau macro. Louise présentera plutôt sur les impacts du numérique quant aux minerais et aux matériaux utilisés, en s'attardant sur les cycles de vie. Elle fera la promotion de solutions diverses qui peuvent s'appliquer au niveau micro avec un axe plus particulier sur l'éco-conception. Alors, je vous inviterai à toutes et à tous à poser des questions si vous voulez en français, or you can also ask questions in English if you want. I'm happy to translate if needed. This is a bilingual seminar. Alors, nous allons commencer avec Johan Recordon. Johan est titulaire d'un master en fondement et pratique de la durabilité de l'Université de Lausanne. Il a rejoint le Centre de compétences en durabilité en 2020 et fait partie du pôle recherche, au sein duquel il a coécrit l'article Une Smart City au service de la durabilité. Précédemment, Johan a travaillé sur des thématiques liées à l'innovation technologique entre Genève, San Francisco, Bangalore et Shanghai. Merci, Johan, d'être avec nous. Je te passe le micro. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette introduction. J'espère que tout le monde m'entend. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir. Et puis, je vais partager mon écran. Voilà. Parfait, vous devriez toutes et tous voir la présentation. Mais oui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à le dire. Merci beaucoup, Nicolas, pour l'introduction. Merci à Climact, à toute l'équipe Climact et en particulier Charmilly pour l'invitation et l'organisation. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Je vais lancer mon timer, comme ça j'essaie de ne pas trop dépasser le temps, même pas le dépasser du tout. Je dis peut-être deux mots sur le Centre de compétences en durabilité, le CCD. Donc on est un service de la direction de l'Université de Lausanne qui est spécialisé dans les questions de durabilité, avec une posture spécifiquement de durabilité forte. Ce qui veut dire que je ne suis pas un expert du numérique, mais que je vais vous proposer aujourd'hui une vision sur le numérique d'un point de vue de durabilité forte. Alors, pour essayer de répondre à la question qui est affichée sur l'écran, eh bien, on va commencer par un constat. Comme vous avez sûrement pu le voir, et je vous ai mis quelques exemples ici, le numérique est de plus en plus un élément de controverse, puisque depuis 2018 environ, on a de plus en plus de rapports qui essayent d'estimer l'impact environnemental, mais aussi social, que le numérique engendre. Et donc, en partant de ce constat et en se posant la question, est-ce que le numérique a sa place dans une société durable et est-ce qu'il peut la favoriser? Eh bien, je vais partir de 3 points, ou je vais vous proposer 3 points aujourd'hui. Tout d'abord, un bref rappel de l'enjeu environnemental et social. Ensuite, on prendra une approche plutôt top-down de l'impact connu du numérique au niveau global et au niveau d'un pays au sein de l'Europe. Et puis ensuite, une approche plutôt bottom-up en prenant le cas du télétravail et en se demandant est-ce que le télétravail peut être une solution à des pratiques non durables comme de la mobilité carbonée, et puis quels sont les multiples impacts qu'il faut prendre en considération lorsque on pense cela en tant que politique publique. Alors, pour le premier point de l'enjeu, je vais partir du modèle du donut, que je vais considérer que vous connaissez toutes et tous, mais on peut y revenir dans les commentaires, qui globalement met en parallèle ou met en relation les limites planétaires à ne pas dépasser, qui sont le cercle extérieur, et le plancher social qu'il faut réussir à offrir à toutes les personnes qui font partie de l'humanité. Et puis, entre ces deux se trouve donc l'espace sûr et juste pour l'humanité, et idéalement pour le reste du vivant également, dans lequel il faudrait rester. Aujourd'hui, au niveau mondial, ça ressemble plutôt à ça. Donc, la majorité des limites planétaires sont très largement dépassées, sans pour autant que les besoins essentiels des êtres humains soient remplis. En prenant assez rapidement deux exemples de pays, je vous ai mis ici le Costa Rica et la Suisse, puisqu'ils ont des populations et des territoires qui sont relativement similaires. Vous le voyez, les impacts sont très différents. Le Costa Rica a moins d'impact que la Suisse, mais n'arrive néanmoins pas à valider tous les critères sociaux et dépasse tout de même des limites planétaires. La Suisse, on a a priori validé les critères sociaux, mais par contre au prix d'un dépassement très important au niveau environnemental et donc d'une non-durabilité qualifiée.
Alors face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on prend juste le cadran au nord, qui sont les émissions CO2, ou plus largement les émissions de gaz à effet de serre exprimées en CO2 équivalent, c'est ce que je vais utiliser dans la présentation, eh bien, le rapport spécial 1,5 degré du GIEC notamment le chiffrait à une réduction d'environ 95% des émissions actuelles d'ici à 2050. Je vous invite là-dessus à voir un peu plus de détails dans cette vidéo que nous avons tournée avec le directeur adjoint du Centre de durabilité, Augustin Franière, dont Charmilly, je crois, va vous partager le lien dans le chat. Garder ce 5% en fait, qui correspondent aux émissions irréductibles, incompressibles, qu'on ne pourrait pas réussir à éliminer d'ici 2050, parce que ça nous donne un bon ordre de grandeur de ce qu'on pourrait éventuellement imaginer conserver. Puis ça sera important pour cette deuxième partie, qui est donc sur l'impact connu du numérique. Alors je vais tout d'abord passer en revue un tout petit peu les différents niveaux et puis types d'impact. Donc dans les rapports, les estimations, c'est surtout à 3 niveaux d'impact qu'on se trouve avec le numérique. Tout ce qui est de la production des éléments liés au numérique, donc tous les terminaux utilisateurs comme l'ordinateur qu'on utilise aujourd'hui pour se connecter, mais aussi tout ce qui est des réseaux mobiles et fixes, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir les mettre en place, et ensuite, ainsi que tous les éléments qui sont mis dans les centres de données. Donc cette production, c'est une partie très importante, comme on le verra ensuite, ainsi que le transport jusqu'au pays utilisateur. L'utilisation de ces objets, donc, qui consomment principalement de l'électricité, puis la fin de vie, idéalement le recyclage, dans le pire des cas, la mise en décharge sauvage dans les pays du Sud. Et puis, ces différents niveaux d'impact vont avoir évidemment des conséquences environnementales d'une part. Celles sur les gaz à effet de serre sont ce qui est le mieux documenté aujourd'hui, et vu qu'on a un temps limité, je vais me concentrer là-dessus pour cette présentation. Mais il y avait évidemment toutes les autres limites planétaires qui sont impactées de plus ou moins en fonction de celles-ci par le numérique. Et d'ailleurs, Louise va toucher la question des métaux stratégiques tout à l'heure, donc je vais la laisser pouvoir étendre un petit peu cette réflexion, puisqu'elle va pouvoir ajouter encore d'autres enjeux que ceux qu'on verra ici. Et puis ensuite, il y a tous les impacts sociaux que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais je vous ai mis quelques exemples ici qui évidemment ne sont que le début de la réflexion et qui peuvent être étendus bien au-delà. Alors, en considérant donc les émissions de gaz à effet de serre, tout d'abord, je vais vous proposer de regarder au niveau mondial qu'est-ce que le numérique représente comme part dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales, en m'appuyant principalement sur ce document qui est, à ma connaissance, le dernier dans lequel le Shift Project a mis à jour ces chiffres, mais c'est le résultat de plusieurs rapports consécutifs ces dernières années. Et puis, c'est globalement validé par les autres études que j'ai pu trouver, qui sont un peu plus anciennes, mais qui montrent que globalement, les ordres de grandeur semblent corrects. Donc voilà à quoi ressemble l'évolution de la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre. En 2013, on était à peu près 3%, et puis on est passé à 3,5% en 2019, ce qui pourrait paraître assez peu, mais c'est tout de même 6% de croissance par an, ce qui revient à un doublement de l'impact tous les 12 ans. Donc si on continue comme ça d'ici 2030 et plus encore d'ici 2050, vous pouvez imaginer à quel point ça devient problématique. Et là, le graphique va que jusqu'en 2025, mais on le voit même avec une perspective assez conservatrice qui est en bleu foncé, ça monte très vite. Et aujourd'hui, on est probablement autour de 5% des émissions de gaz à effet de serre qui sont engendrées par le numérique. Vous vous rappelez de ces 5% qu'on pourrait conserver d'ici à 2050. Ça veut dire que le numérique aujourd'hui, dans son état actuel, est déjà plus important autant important que la totalité des émissions de gaz à effet de serre qu'on pourrait se permettre éventuellement encore d'avoir au niveau mondial en 2050. Ce qui veut dire qu'il va nécessairement devoir changer et réduire ses impacts. Et puis, d'ici 2025, et c'est ça surtout la perspective la plus inquiétante, c'est qu'il est prévu ou il est estimé que le numérique va encore croître de manière très importante ses émissions de gaz à effet de serre, ainsi que ses autres impacts environnementaux, pour atteindre là potentiellement 7% en 2025 et bien plus en 2030. Donc, comme on le voit, au niveau mondial, c'est déjà un problème. Effectivement, vous avez en bas à gauche de l'écran, je ne l'ai pas commenté, les véhicules légers, à savoir toutes les voitures et les motos dans le monde, représentent 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le numérique, déjà, aujourd'hui, représente plus de la moitié de ces transports qui, on entend souvent parler, sont une des sources principales de la problématique, en tout cas dans nos pays. Et justement, ça c'est au niveau mondial, qu'en est-il de l'Europe ?
Alors, les chiffres sur la Suisse sont, selon moi, pas suffisamment détaillés. Donc, je vais prendre l'exemple de la France, où là, une étude de l'ADEME, dont je vous mets le troisième volet du rapport, qui est donc l'Agence de la transition écologique en France, qui est un organe gouvernemental très sérieux, qui fait des excellentes estimations à ce niveau, a publié donc son troisième volet cette année, basé sur les chiffres de 2020, une très bonne analyse au niveau français. Et en particulier, puisqu'ils analysent plusieurs points d'impact, je vais me concentrer sur 3 aspects. L'empreinte carbone, donc qui contient toutes les émissions de gaz à effet de serre faites sur le territoire français, mais aussi à l'étranger, pour pouvoir générer les éléments nécessaires au numérique. La consommation électrique, là faite uniquement sur le territoire français lors de l'utilisation des outils numériques, et la production de déchets en kilos, là aussi sur toute la chaîne de production et d'utilisation du numérique. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le numérique en France en 2020, c'était 2,5% de l'empreinte carbone. Donc un peu moins qu'au niveau mondial. Effectivement, si on compare aux véhicules légers en France, c'est 21% de l'empreinte carbone en 2019-2020. Donc ça fait partie, c'est une des problématiques les plus importantes, comme en Suisse. Néanmoins, si on prend un autre point de comparaison, c'est équivalent, le numérique, à l'impact carbone de tous les fruits et légumes qui sont consommés par la population française. Donc, leur source de vitamines et de fibres, en gros, ce qui leur permet de survivre, consomme ou produit autant de gaz à effet de serre que le numérique. Donc, on n'est pas sur un impact qui est négligeable. Et surtout, au même titre qu'au niveau mondial, eh bien, c'est l'évolution qui est la plus importante à considérer ou la plus inquiétante. L'ADEME estime qu'il y aura une multiplication par 1,5 fois de l'impact du numérique en 2030 et en 2050 une multiplication par 3. Donc, vu qu'on était déjà à des chiffres qui sont importants, là on dépasse très largement ce qui nous permettrait de respecter l'accord de Paris. Au niveau de la consommation électrique, les chiffres sont un peu plus élevés encore. C'est 10% de la consommation électrique française en 2020, avec une perspective de doublement d'ici 2050. Et niveau production de déchets, c'est 6% des déchets produits par les Français dans toute leur consommation, donc y compris les éléments importés. Et là aussi, il devrait y avoir une multiplication par 2,5 d'ici 2050. Donc ça fait pas mal de chiffres. Je crois que tout le monde est plus ou moins ingénieur ou en tout cas à l'habitude de chiffres, donc ça ne devrait pas trop vous faire peur. Je ne m'inquiète pas trop, mais peut-être je vais m'attarder sur 2 aspects qui nous permettent de mettre ça en perspective de ce qui est possible de faire, et en particulier la phase de production et les terminaux utilisateurs, c'est-à-dire les télévisions, les smartphones, les ordinateurs, mais aussi tout ce qui est de l'Internet des objets, les objets connectés. En effet, dans l'analyse de l'ADEME, la phase de production représentait près de 80% de l'impact en termes de gaz à effet de serre du numérique et 98% des déchets. Donc c'est vraiment lors de la production, qui se fait majoritairement à l'étranger, que la plus grande partie de l'impact, en tout cas c'est sur ces 2 niveaux, mais sur la majorité des éléments environnementaux, que l'impact se fait. Et même constat au niveau des terminaux utilisateurs, c'est 80% de l'impact qui est généré par les terminaux. Donc, ça veut dire que les réseaux et les centres de données en fait, ne génèrent que 20% de l'impact en 2020 et 87% des déchets. Je reviendrai dessus en conclusion, mais en gros, ce qu'on voit se dessiner ici, c'est qu'il faut absolument réduire la consommation de terminaux neufs qui sont importés de l'étranger dans nos pays, puisque c'est la production et les terminaux qui représentent la part la plus importante des émissions de gaz à effet de serre et des déchets, ainsi que de plusieurs autres aspects environnementaux. Ok, ça c'était la première partie sur un peu cette vision assez globale qui nous donne un peu une idée des ordres de grandeur. Maintenant, pour essayer de répondre à cette question, ce que je vous propose de faire, et ce qu'on a fait au CCD, c'est de prendre le cas du télétravail et de se demander si on utilisait cet outil, qui est finalement numérique, et pour essayer de résoudre une problématique environnementale, à quoi est-ce qu'on arrive comme résultat? Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, OK, on va substituer une journée de travail au bureau avec un trajet de 20 km aller-retour, c'est globalement Lausanne-Est à Lausanne-Ouest, par une journée de télétravail avec 6 heures de vidéoconférence, avec partage d'écran et avec une personne en face. Et donc, le résultat, donc vous allez le voir, il y a les modes de transport qui s'afficheront dans la première colonne du tableau, ensuite l'intensité carbone dans la deuxième, et en troisième, le pourcentage d'émissions qui n'est pas émise si on télétravaille. Donc, le gain potentiel en télétravaillant plutôt qu'en allant au bureau. Alors, dans un véhicule individuel, voiture de taille moyenne, classique, motorisation essence, eh bien, le gain est très important. C'est 90% d'émissions qui sont évitées dans une journée de travail classique.
Si on covoiture, c'est tout de même 80% d'émissions qui peuvent être évitées. Et même si on optimise le remplissage de la voiture à 4 personnes, ce qui est assez rare, on a encore 60% d'économies qui sont faites grâce au télétravail sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc si on s'arrête là, eh bien, on dit OK, le télétravail, eh bien, c'est super, c'est absolument ce qu'il faut faire. Premier point qui peut tempérer cette conclusion, c'est que si on regarde les transports publics, eh bien, le trolleybus électrique est moins impactant que le télétravail, en tout cas sur la base des chiffres qui ont été utilisés ici, qui sont pour la vidéoconférence ceux de Quantis en 2020. Et plus encore, le train et le métro sont très peu carbonés, et donc il faudrait habiter à plus de 80, voire 100 km de son travail pour qu'il vaille la peine de télétravailler plutôt que de se déplacer au bureau. Donc là, on voit déjà une première série de conclusions, ou en tout cas d'enseignements qu'on peut tirer de ça sur le télétravail. Mais mon propos ici, ça va être surtout de dire le numérique, comme toutes les technologies, ça n'est pas neutre, ça n'est pas un outil qui simplement peut être bien ou mal utilisé, il implique un certain nombre d'effets, et notamment des effets rebonds qui sont multiples, puisque souvent on considère seulement l'effet direct. Et là, je vais m'inspirer de cette publication ainsi que du projet de recherche qui est mené par Patrick Rera avec la chercheuse Laura Hostetler-Macias et Emmanuel Ravalet, ainsi que d'une typologie proposée par Domas, pour pouvoir en fait proposer et commencer à imaginer tous les effets ou les mécanismes d'effet rebond que le télétravail pourrait avoir, surtout dans le cas où il se généralise à toute une population. Alors vous le voyez ici, c'est surtout sur de deux ordres, donc des effets rebonds de type microéconomique au niveau d'un individu et de type macroéconomique au niveau de la société. Et puis on peut en différencier 4 types. Le premier étant l'effet direct, le plus connu. On consomme moins de mobilité pour se rendre au travail, alors on peut aller plus loin, habiter plus loin de son travail, puisqu'on y voit moins souvent. Ou alors acheter ou louer une résidence secondaire pour y aller travailler, comme l'ont fait certaines personnes pendant le confinement, ou alors encore choisir un emploi plus éloigné du domicile, mais qui permet de plus télétravailler. Ce qui fait qu'au final, eh bien, le nombre de kilomètres parcourus ne diminue pas forcément, puisqu'on le fait moins souvent, mais on en fait potentiellement plus. Deuxième type d'effet, c'est l'effet indirect, où là, on réinvestit le temps et l'argent qui sont économisés puisqu'on n'a pas besoin de se rendre au bureau, temps économisé dans les bouchons, essence économisée pour le déplacement, et on le réinvestit dans de la mobilité de loisirs, par exemple en allant à la montagne plus souvent le week-end, ou en prenant des vacances plus éloignées en avion. Et puis aussi, ça peut augmenter le temps de travail effectif, ce qui veut dire, surtout si on est payé à l'heure, donc potentiellement plus de revenus, et donc plus d'impact, parce que plus de consommation, ainsi que plus de temps passé au travail, qui lui-même a un coût carbone qui pourrait augmenter, en fait, si on passe plus de temps à travailler, puisqu'on a moins besoin de se déplacer. Et enfin, deux effets macroéconomiques au niveau de la société, l'effet de marché tout d'abord, avec une augmentation de l'attractivité de lieux de vie hors ville, par exemple en région rurale, et donc potentiellement de nouvelles constructions, donc un impact carbone, ainsi qu'une digitalisation et une délocalisation potentielle des emplois, alors avec là peut-être plus des impacts sociaux, mais qui sont aussi considérés dans le cadre du donut qu'on a vu en introduction. Et enfin, ce qui est appelé l'effet croissance, avec la croissance de certains secteurs, comme par exemple le secteur des coworking en montagne, des espaces de coworking, où là aussi il pourrait y avoir la construction de nouveaux bâtiments pour accueillir des citadins qui ont envie de se délocaliser pour être plus proches de la nature, ainsi que la croissance du nomadisme digital, c'est ces personnes qui partent vivre dans des pays plus chauds et moins chers, et qui télétravaillent, puisque c'est quelque chose qui est devenu possible. Donc très rapidement, ce qu'on peut conclure de ça, eh bien, c'est qu'il y a effectivement de nombreux effets ou de nombreux mécanismes à considérer et que l'analyse initiale que j'ai faite très rapidement du télétravail, elle n'est pas suffisante pour pouvoir dire est-ce que le télétravail il est désirable ou pas lorsqu'on prend une perspective globale et une perspective de durabilité forte en prenant en compte tous ces effets environnementaux et sociaux. Alors, en conclusion de cette rapide présentation, que faire bien, je vais vous proposer quelques idées si on veut conserver ce type de panorama, et encore bien au-delà simplement l'habitabilité, même pour nous humains, de la Terre. Eh bien, c'est une réduction drastique de la demande en terminaux neufs, ce qui passe notamment, mais pas seulement, par l'allongement de la durée de vie des terminaux qu'on a déjà aujourd'hui, mais encore plus de ceux qu'on va acheter dans le futur, et puis un dimensionnement correct, ne pas avoir des écrans de plus en plus grands pour des usages qui n'ont pas besoin de l'être, notamment au niveau des télévisions, qui vont représenter une part très importante des impacts des terminaux neufs d'ici à 2050.
Deuxièmement, limiter la surdisponibilité et l'incitation à l'achat de nouveaux produits, notamment les objets connectés, pour lesquels une croissance très forte est prévue ces 30 prochaines années et qui vont prendre une part eux aussi importante de l'impact, en tout cas en termes de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, ça je ne l'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, mais c'est un point d'attention qui est mis en avant par beaucoup d'observateurs du domaine, c'est limiter l'explosion du trafic de données qui est déjà en cours et qui va probablement continuer, notamment en évitant la ultra haute résolution comme la 4K et ensuite la 8K, puisqu'à chaque fois qu'on monte d'une qualité, eh bien, c'est une augmentation exponentielle des émissions de gaz à effet de serre notamment, mais de l'impact d'une manière générale. Une réduction du temps consacré aux écrans, puisqu'on voit que maintenant les gens consacrent de plus en plus de temps aux écrans, qu'on n'y consacrait pas avant, ainsi que le multitasking, ce qui est typiquement aller regarder les réseaux sociaux, sur lequel maintenant passent des vidéos régulièrement et automatiquement, alors qu'on est en train de regarder la télévision ou un film. Et enfin, sur la base de l'exemple rapide du télétravail, eh bien, vraiment faire preuve de prudence lorsque des outils numériques sont considérés au sein d'une solution, d'une politique publique au niveau sociétal, puisque très souvent, c'est la première analyse qui est prise en compte et la seconde des effets rebonds, si elle est prise en compte, souvent elle apparaît comme étant insuffisante, et c'est ces effets multidimensionnels et multiples qu'il faut absolument considérer lorsqu'on essaye de prendre une décision qui implique du numérique. Voilà, toutes ces informations ainsi que les sources, je vous invite à les consulter dans cet article que nous avons. Je vous ai mis la version draft pour l'instant sur notre site internet. La version bien mise en page arrivera d'ici 1 à 2 semaines avec le même contenu, mais on aura reçu les reviews externes. Mais je vous invite déjà à la consulter si ça vous intéresse d'en savoir plus et d'avoir toutes les références. Voilà, merci beaucoup de votre attention et puis je me réjouis de vos questions. On va continuer la réflexion maintenant avec Louise Aubet. Louise est diplômée de master de l'EPFL en sciences computationnelles. Elle est engagée dans l'association de la Fresque du climat et s'intéresse depuis longtemps aux liens entre numérique et durabilité. En 2022, Louise a rejoint la firme de conseil Resilio, une start-up issue de l'EPFL œuvrant à la durabilité numérique en entreprise. En tant que consultante, elle a réalisé plusieurs analyses de cycle de vie de services numériques. Elle pilote maintenant le développement d'une nouvelle base de données d'impact environnementaux. Merci Louise d'être avec nous. Je te passe le micro. Oui, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation et merci de m'avoir invité et de me permettre d'être ici aujourd'hui. Eh bien, je prends le relais donc de la présentation de Joanne qui a tracé un très bon cadre justement sur les impacts environnementaux du numérique. Et mon but ici, ça va être d'aller un petit peu plus précisément sur un impact en particulier, enfin les impacts liés aux ressources minérales et métalliques, et ensuite de se tourner vers un levier d'action qui existe pour justement s'orienter vers la sobriété numérique, qui est l'éco-conception. Et donc, je vous présenterai de quoi il s'agit avec certains exemples un peu plus concrets. Alors, voilà. Donc, on verra effectivement d'abord ce focus sur en particulier les impacts au niveau des ressources du numérique, et puis ensuite la présentation de l'éco-conception avec un focus ensuite sur l'éco-conception web en particulier. Donc, sur les impacts environnementaux du numérique, effectivement, Johan a tracé une très bonne image de ce qui se passait notamment au niveau du climat et des émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, il y a aussi d'autres impacts à divers niveaux. Et celui sur lequel j'aimerais insister plus particulièrement aujourd'hui, c'est celui des ressources. Donc parce qu'effectivement, quand on mesure les impacts environnementaux du numérique, on va regarder non seulement la phase d'utilisation, l'énergie qu'on va consommer, par exemple, au moment de l'utilisation d'un appareil, mais on va aussi regarder en amont ce qui se passe, et notamment pendant la fabrication des équipements, parce que c'est là où va se concentrer aussi beaucoup d'impact.
Et au moment de cette phase de fabrication, les impacts qu'on va surtout retrouver, ça va être ceux des matières premières et notamment voilà, tous les minerais et métaux qui composent ces équipements, tous ces équipements numériques. Et donc ici, vous avez l'exemple d'un laptop voilà, assez classique hein, d'environ 2 kg. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour le fabriquer, on va avoir besoin de ressources dont la quantité est vraiment en ordre de grandeur est bien plus élevée. Donc pour les énergies fossiles, donc tout ce qui va être pétrole, charbon, gaz, on va avoir besoin d'environ 200 kg de ressources. Et au niveau des matériaux, donc des minéraux, des métaux, on va être plutôt de l'ordre de 600 kg de ressources pour fabriquer un équipement au final de 2 kg. Donc on voit vraiment qu'on a une disproportion au niveau des ressources qui sont nécessaires. Et il faut imaginer que là, on se focalise sur un équipement en particulier, mais Joanne en a parlé avant, on a de l'ordre de milliards d'équipements. Hein. Au total, tout équipement numérique confondu, il y en a environ 34 milliards, en tout cas c'était les chiffres pour 2019, 34 milliards d'équipements numériques sur Terre, alors qui sont pas tous aussi, ils font pas tous la même taille, hein, c'est pas tous des laptops, mais voilà, ça vous donne une idée de la quantité de matière dont on a besoin. Sans parler effectivement ensuite de la quantité d'eau qui est nécessaire tout au long du processus de fabrication et de transport et d'utilisation ensuite derrière, où là, les chiffres sont toujours plus difficiles à évaluer, mais on est de l'ordre de plusieurs milliers de litres d'eau douce. Et pour vous donner un exemple un petit peu concret justement sur quels sont ces métaux, ces minerais qui sont nécessaires dans la fabrication des équipements. Donc là, vous avez l'exemple d'un smartphone avec donc plus de 50 métaux différents qui sont ici répartis dans les différents composants du smartphone, donc que ce soit l'écran, la dalle tactile, ou les composants électroniques à l'intérieur. Et donc, on voit qu'on a une très grande quantité d'équipements dans n'importe quel, enfin, dans l'ensemble des composants. Et ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que ça, c'est une tendance qui s'est accentuée. Dans les équipements de la génération précédente, on va dire il y a une dizaine d'années, eh bien, on avait beaucoup moins on avait une plus petite variété de métaux et de minerais et d'éléments chimiques. Et donc là, on a une assez forte augmentation. Et ces ressources, justement, eh bien, elles sont non renouvelables, c'est-à-dire qu'elles existent en quantité finie dans la croûte terrestre et à l'échelle d'une vie humaine, elles n'ont pas le temps de se renouveler. Donc, on a des problématiques comme pour les ressources énergétiques non renouvelables, donc pétrole, gaz, charbon. Eh bien, pour ces minerais, on va retrouver ces mêmes problématiques de criticité parce que on a d'abord exploité les gisements qui étaient les plus accessibles, les plus denses en matière. Et puis maintenant, il nous reste les gisements qui sont soit les moins accessibles, ceux qui en contiennent en quantité moins d'éléments et qui sont donc plus chers économiquement et plus coûteux aussi énergétiquement à aller chercher. Et donc là, on a un exemple donc, du tableau périodique avec un classement des éléments pour les éléments pour lesquels l'étude a été faite, les risques de criticité, et donc avec en rose ici ceux dont le risque est évalué comme très élevé. Et on peut voir, alors vous n'avez peut-être pas retenu tous les éléments qui étaient contenus dans les smartphones, mais ici, les éléments qui sont les plus évalués comme les plus critiques sont tous contenus dans la fabrication d'un smartphone. Et alors, une des
une des réponses qui est apportée généralement à ce moment-là, c'est de dire bah oui, mais on a le recyclage, donc c'est bon, c'est pas grave, on n'a plus ces éléments dans la croûte terrestre, mais on va aller les récupérer dans la masse de déchets qu'on produit, et donc voilà, on va faire de l'économie circulaire, et puis tout va bien se passer. En réalité, il y a énormément de limites au recyclage, et en particulier dans le recyclage de ces métaux, justement. Pourquoi? Parce que déjà, c'est techniquement difficile, puisque beaucoup sont déjà agglomérés en alliage. Donc l'exemple qu'on donne souvent pour vulgariser, c'est comme aller rechercher la courgette au milieu d'une ratatouille. C'est très compliqué. Ça va être très coûteux, justement, énergétiquement, et donc parfois pas rentable. En fait, ça va nous demander plus de ressources que si on allait creuser et chercher les éléments directement dans la croûte terrestre. Et souvent, économiquement aussi, c'est souvent peu intéressant. Et au niveau de cette difficulté technique, pour l'illustrer, il y a ici, je vous présente donc le même tableau périodique, mais cette fois, qui va présenter les taux de recyclage, de recyclabilité, on va dire. Donc là, c'est vraiment au niveau technique, c'est pas ce qu'il se fait, c'est ce qu'on peut faire. Alors la source date un peu, malheureusement, on n'a pas pour l'instant plus récent. On espère avoir des updates, parce qu'il y a quand même des améliorations techniques qui ont lieu et qui peuvent augmenter un petit peu ces taux de recyclage, mais en général, on voit qu'on est quand même très bas, et qu'on est loin d'une économie circulaire parfaite, dans lequel on pourrait réutiliser la quasi-totalité des métaux qu'on retrouve dans nos équipements numériques. Et en plus à ça s'ajoute donc une notion de décyclage qui est intéressante, c'est que souvent quand on va récupérer des matériaux dans des équipements numériques, eh bien, ils vont perdre en qualité, donc on ne va pas pouvoir les réutiliser pour la même utilisation qu'ils avaient eu dans leur vie d'avant. Donc souvent, ils vont être ce qu'on appelle décyclés, donc réutilisés, mais pour une utilisation en une qualité moindre. Et donc là, c'est pareil, on a ce frein à cette circularité. Et l'aspect que j'aimerais aussi mettre en évidence à ce niveau-là dans les usages du numérique, c'est le web. Donc tous ces objets connectés, je citais la valeur de 34 milliards avant. Donc parmi ces 34 milliards, on en a environ voilà, une petite vingtaine donc, connectés à Internet. Et ce nombre donc ne fait qu'augmenter et va en augmentant selon les tendances également. Et au niveau des usages, donc de purement ce qu'on va pouvoir trouver sur le web, justement, eh bien, on voit qu'on a aussi une augmentation des données et du poids des données et des pages, notamment, qu'on va pouvoir trouver sur Internet. Et là, on a ce chiffre qui est assez parlant. Donc, en 27 ans, lors des 27 dernières années, le poids moyen d'une page web a été multiplié par plus de 155. Et donc, on voit que eh bien, le web n'est pas 155 fois plus performant qu'il y a 27 ans. On ne va pas 155 fois plus vite. Non, au contraire. Au contraire, on ne va pas plus vite. Et ça va contribuer. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, on détaillera après, mais ces éléments-là vont contribuer à ce qu'on appelle l'obsolescence des équipements. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de raccourcir la durée de vie des équipements à cause de cette obésité logicielle, on va dire, le fait que voilà, on ait ce gras numérique, ça va demander plus de puissance à nos équipements et donc les faire vieillir plus vite. Et on va voir justement comment ça va se traduire. Donc, comment est-ce qu'on pourrait justement éviter ces problématiques-là? Il y a l'idée de l'éco-conception. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-conception? En particulier pour les services numériques, c'est le fait de trouver le meilleur équilibre possible entre la réponse aux besoins de l'utilisateur. Quand on crée un service numérique, c'est voilà, en général pour répondre à un besoin. Ça va être voilà, une boutique en ligne, ça va être pour acheter ses billets de train, etc. Et donc, on veut répondre à ce besoin
tout en réduisant au maximum la quantité de ressources qui est nécessaire pour répondre à ce besoin-là. Et pour que cette démarche soit vraiment efficace, il faut qu'elle soit menée sur l'ensemble du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on doit déjà y réfléchir en amont de la conception d'un service numérique et également pendant son développement, pendant l'utilisation et la fin de vie ensuite. Et l'objectif de ça est relativement simple, mais c'est d'essayer de réduire justement la puissance informatique qui est demandée à nos appareils et qui, entre guillemets, les fatigue en fait. Et donc un exemple assez parlant, c'est que voilà, si mon service numérique, mon site web par exemple, prenons un site web, j'arrive mes utilisateurs et utilisatrices arrivent à s'y connecter avec un smartphone vieux génération en utilisant la 3G au milieu des montagnes, c'est réussi. Ça veut dire que dans le pire scénario, mes utilisateurs et utilisatrices peuvent y accéder. Et puis, pour tous les autres, ceux qui ont un meilleur équipement, ceux qui ont un meilleur réseau, eh bien, eux, ce sera d'autant mieux, ça ira plus vite, ils attendront moins, etc. Mais en tout cas, on essaie de permettre en fait, l'accessibilité au plus grand nombre. C'est un petit peu ça aussi. Et donc, cette démarche d'éco-conception, justement, elle a été vraiment identifiée comme un levier d'action assez puissant, puisqu'elle peut agir justement pour permettre d'allonger la durée de vie des équipements. Et donc, Johan a parlé et a présenté effectivement le dernier volet de l'étude de l'ADEME donc en France sur l'impact environnemental du numérique. Donc ici, voilà, c'est sorti effectivement il y a quelques semaines, donc les résultats sont tout récents, et donc je vous présente effectivement aussi là une infographie issue de ce rapport qui montre que justement l'éco-conception est capitale. Et donc un des éléments intéressants de ce rapport-là, c'était qu'ils ont fait une étude prospective, donc ils ont regardé voilà, en 2030 quel sera l'impact du numérique par rapport à maintenant selon différents scénarios. Donc là on retrouve un peu la méthodologie voilà, du GIEC avec différents scénarios et plus ou moins probables, on va dire. Et donc là on a ici une comparaison par rapport à 2020, donc avec le scénario tendanciel qui serait le business as usual. En fait, on ne change rien. Enfin, on n'essaie pas en tout cas de réduire particulièrement l'impact du numérique. On a un scénario où on applique des bonnes pratiques d'éco-conception, mais de manière modérée, et puis un autre où on va les appliquer de manière beaucoup plus drastique et généralisée, donc à l'ensemble des équipements, l'ensemble de la société. Et on voit, donc ici c'est pour 3 indicateurs, les émissions de gaz à effet de serre, les minerais, métaux, et puis la consommation d'énergie. On voit que pour notamment l'éco-conception généralisée, par exemple, eh bien, ça nous permet déjà de réduire en fait notre impact au niveau des métaux et de la consommation d'énergie par rapport à aujourd'hui, par rapport à 2020. Et puis pour les émissions de gaz à effet de serre, ça nous permet d'avoir une diminution des impacts qui est, des impacts probables qui est assez importante. Et donc un focus maintenant que j'aimerais faire sur l'éco-conception web. Pourquoi ? Parce que c'est un cas auquel on est assez souvent confronté, voilà, dès qu'on navigue voilà, sur le web, qu'on va aller chercher des informations, etc. Pour vous donner aussi un aperçu en fait, de à quoi ça pourrait ressembler justement cette mise en place de l'éco-conception. Et donc, comme son nom l'indique, l'éco-conception, elle doit être appliquée dès le début. Et donc, dès qu'on va se poser la question sur le fait de créer un service numérique, que ce soit un site web, une application, une plateforme, etc., eh bien, il y a de nombreuses questions à se poser, notamment pour cibler justement ce besoin de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Avec le constat qui est, je trouve, assez étonnant, qui a été réalisé par voilà, une entreprise qui réalise des logiciels, c'est que 70% des fonctionnalités qui étaient demandées par les utilisateurs et les utilisatrices étaient non essentielles, donc elles n'étaient pas dans les principales fonctions utilisées, et même 45% d'entre elles n'étaient jamais utilisées. Donc en fait, il y a vraiment des questions à se poser sur pourquoi en fait je veux développer ce service numérique, ce site web par exemple, pourquoi je veux mettre en ligne des informations, à qui je m'adresse et qu'est-ce que je
à quel besoin je réponds tout simplement, pour éviter justement d'avoir ce gras un peu autour qui va simplement alourdir les impacts et rendre aussi plus difficile l'utilisation de ce service numérique. Donc un exemple qui est assez parlant, c'est la comparaison entre le moteur de recherche Yahoo et celui Google. Et donc on voit là sur l'image de gauche, Yahoo, donc on a la barre de recherche en haut, mais on a aussi tout un tas d'autres fonctionnalités, le fait de pouvoir aller consulter voilà, la météo, les news, les tendances du jour, etc., avec beaucoup de pubs aussi. Et en comparaison, là de l'autre côté, on a l'interface Google avec simplement la barre de recherche et donc la fonctionnalité est vraiment, on comprend, voilà, c'est vraiment juste rechercher un mot-clé et puis il n'y a pas de gras autour. Alors loin de moi l'idée de forcément encenser le travail de Google, mais en tout cas sur cet exemple-là, c'est assez parlant. On voit qu'on a 2 manières de répondre à un besoin et donc Google a choisi la manière ici, la plus sobre. Au niveau de l'hébergement également, il y a plusieurs choses qui peuvent être prises en compte. Alors qu'est-ce que c'est l'hébergement? Ben, ça va être le fait de faire appel à un prestataire pour héberger un site web, mais en fait de manière plus large, parce que là ça parle peut-être pas à tout le monde, mais on va en permanence et de plus en plus pour des services numériques faire appel à des prestataires, que ce soit pour avoir son propre espace dans le cloud, pour avoir une messagerie en ligne, etc. On va faire appel à des prestataires, des tiers, pour nous proposer ces services-là. Et l'idée, c'est qu'ici, on a une certaine marge de manœuvre pour choisir des hébergeurs ou des prestataires en général qui vont être plus, là je mets de grosses guillemets, éco-responsables. Et ces critères sur lesquels on peut les challenger et les choisir en fait presque, il va y avoir la manière dont ils gèrent justement la durée de vie des équipements IT. Donc, est-ce qu'ils vont chercher à allonger la durée de vie des serveurs, par exemple? Comment ensuite, en fin de vie, ils vont essayer de favoriser le recyclage, de limiter le départ en incinération ou en décharge, etc. Et comment ils vont s'approvisionner? Est-ce qu'ils vont essayer d'acheter plutôt du reconditionné ou alors plus local, etc. Donc, avec une politique d'achat plus responsable, plus consciente et plus responsable. Et en termes d'approvisionnement la plus énergétique, eh bien, ils ont aussi également une marge de manœuvre au niveau du fait de privilégier une électricité qui va avoir des impacts environnementaux plus faibles, avec du renouvelable par exemple, et le fait d'optimiser l'efficience énergétique des équipements. Donc, comment ils vont gérer le fait de climatiser, typiquement dans les data centers, c'est une grosse partie de l'impact environnemental, c'est comment on va refroidir, parce que les serveurs vont générer beaucoup de chaleur, comment on va refroidir le data center pour permettre qu'il reste à une température stable. Et puis, le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est sur la thématique des contenus. Là, ça nous parle déjà un peu plus parce qu'on peut faire pas mal de parallèles aussi, nous, avec nos usages individuels du numérique. Ça va être tout ce qui concerne les images, les vidéos, que ce soit sur un site web, que ce soit ailleurs quand on peut consulter des vidéos. C'est voilà, adapter justement, et ça, Johan en a parlé aussi, c'est adapter la taille et la résolution au contexte de visionnage. Est-ce que j'ai forcément besoin de mettre en HD ou par défaut, est-ce qu'on met justement une résolution qui est plus basse? Le fait d'éviter la lecture automatique des vidéos, ça c'est aussi un réglage d'ailleurs qu'on peut, alors que ce soit sur un site web ou voilà, un réglage notamment dans les réseaux sociaux. Le fait de réduire la quantité notamment et la fréquence et le nombre de destinataires pour les emails, et puis pour les documents, essayer d'à chaque fois les optimiser et les compresser. Et puis, donc pour mettre tout ça en pratique ici, je pourrais les remettre dans le chat, 2 guides de bonnes pratiques qui, si vous voulez aller chercher plus d'informations plus concrètes, eh bien, je vous invite à les consulter. Et puis donc pour conclure, j'aimerais élargir un petit peu la thématique et sortir effectivement de forcément ces actions individuelles. C'est d'avoir plus une réflexion un peu plus large sur un concept que j'aime bien, donc la slow tech, qui serait un peu un intermédiaire entre, on entend beaucoup parler maintenant de la low tech. Le numérique par définition, il est high tech. On ne peut pas faire du numérique low tech. Donc l'idée, c'est plutôt de trouver
juste milieu entre les deux, de privilégier la low-tech, mais parfois, on se rend compte qu'on en a bien besoin. On a parlé, enfin, certaines personnes ont évoqué effectivement la santé. Dans la santé, on est bien content d'avoir du numérique, d'avoir des instruments de pointe. Comment on trouve ce juste milieu entre la low-tech, on va dire, de base, et puis un usage parcimonieux et raisonné de la high-tech. Et je vous laisse sur un exemple qui, je trouve, fait beaucoup réfléchir. C'est la mission donc, Apollo pour aller sur la Lune. Eh bien, la puissance informatique qui a été utilisée pour envoyer ces hommes-là sur la Lune, c'est l'équivalent d'aujourd'hui un email qu'on envoie. Et je trouve que ça met vraiment les choses en perspective. Comment ils ont fait, enfin voilà, ça paraît assez incroyable de se dire maintenant comment ils ont fait pour envoyer, pour mener à bien cette mission, donc aller sur la Lune avec simplement la capacité de stockage et la puissance informatique aujourd'hui qu'on utiliserait pour envoyer un email. Eh bien, ils ont utilisé l'ingéniosité, justement de la low-tech, voilà, toutes les qualités justement qu'on recherche et qu'on essaie de prôner chez les ingénieurs aujourd'hui. Et bien l'idée, c'est maintenant, on a un défi qui est peut-être même d'autant plus grand. Comment est-ce qu'on essaye d'optimiser, de limiter l'impact de du numérique pour que les générations futures puissent en profiter sur une planète avec des conditions de vie décentes. Voilà. Donc, merci à tous pour votre attention. Et puis... Merci infiniment, Louise, pour cette excellente présentation.